c'est vrai que Macron a eu une formule très tôt, je crois, au moment quasiment de son élection, qui résumait bien la façon dont il voit les choses et la façon dont il veut qu'elle évolue, quand il a dit « il n'y a pas de culture française ». Alors pour lui, il faut bien voir que c'est une phrase qui résume pas seulement sa vision des choses, mais son programme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Le Vigan, urbaniste de formation, mais également philosophe et auteur, afin de parler de son ouvrage éparpillé façon Pulse, Macron contre le peuple et les libertés. Bonjour Pierre Le Vigan. Bonjour. Et pour commencer ce grand entretien, pourquoi avoir écrit cet ouvrage ? Oui, alors j'ai voulu expliquer à quel point Macron a aggravé des choses qui, certes, étaient déjà en action, étaient en tout cas déjà en germe, alors qui se sont accélérées avec Sarkozy, ensuite avec Hollande, mais alors avec Macron, il y a eu, on est passé à une vitesse supersonique en quelque sorte, dans la dissolution de la France en quelque sorte. Alors à la fois l'accélération du déclin économique, l'augmentation vertigineuse de l'endettement suite au Covid qui, malgré tout, finalement n'a pas provoqué de surmortalité. Et quand il en a provoqué, on peut quand même se demander si ce n'est pas par le refus d'une souplesse dans les stratégies de soins et par le dogmatisme de l'enfermement, du couvre-feu, de l'absence de contact, de l'interdiction de faire du sport, comme si l'interdiction de faire du sport pouvait être une bonne chose pour enrayer une maladie. Enfin bref, donc il y a eu une accélération du déclin de la France, du coma français, ce que j'appelle dans un autre livre le coma français, avec Macron. Et puis la dérive sociétaliste qui s'est accrue, qui certes existait déjà sous Sarkozy et sous Hollande aussi, avec le mariage pour tous, mais là ça a pris des proportions considérables, y compris dans le fait que ça a été complètement assumé par Macron lui-même, quoi. Je renvoie un peu à un certain nombre de photos à la fête de la musique 2018, où on voit Macron assumer réellement ce qu'on pourrait appeler finalement l'esthétique de la postmodernité, ou l'esthétique du libéralisme poussé aux extrêmes, c'est-à-dire la négation de toutes les identités de genre, la fluidité complète de tout. Voilà, c'est vrai que Macron a eu une formule très tôt, je crois, au moment quasiment de son élection, qui résumait bien la façon dont il voit les choses et la façon dont il veut qu'elle évolue, quand il a dit « il n'y a pas de culture française ». Alors pour lui, il faut bien voir que c'est une phrase qui résume pas seulement sa vision des choses, mais son programme. Il n'y en a pas et il ne faut pas qu'il y en ait, c'est son objectif. Et par le désastre de sa réélection, pendant 10 ans, ça aurait été le programme de la Macronie, de détruire ce qu'il restait de la culture française. Donc c'est un grand calamiteux que cet homme et que ses équipes. Alors justement, dans votre ouvrage, vous affirmez que le projet de Macron vise à liquider ce qui restait de solide dans notre société, que ce soit les mœurs, nos habitudes, nos structures, nos histoires, nos habitudes, pardon. Pensez-vous qu'il y a derrière toute cette déconstruction une dimension idéologique de sa part ? Je crois que oui, il y a à la fois une dimension idéologique et puis ce qu'on pourrait appeler le bain culturel dans lequel il baigne. C'est quelqu'un qui vient du milieu des affaires, qui n'a fait que des affaires. C'est pas un industriel comme l'ont été les familles Peugeot, d'autres familles. C'est quelqu'un qui a tout le temps été un homme de
coût financier, et une sorte d'intermédiaire. Effectivement, du point de vue de l'argent, il ne faut pas qu'il y ait de frontières et il faut que les identités soient toutes interchangeables. Quand les identités sont interchangeables, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'identité, tout simplement. Si un homme est interchangeable avec une femme, en fait, c'est qu'il n'y a plus ni homme ni femme, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, je pense, c'est à la fois la conviction de Macron et puis c'est la conséquence logique de ce qu'il est entièrement, pleinement un homme d'argent. Mais c'est vrai que fondamentalement, il est à l'aise aussi là-dedans, parce qu'on pourrait dire qu'il y a bien des décennies, Georges Pompidou avait fait carrière à la Banque Rothschild. Certes, Georges Pompidou était d'ailleurs aussi quelqu'un fasciné par la modernité, mais ce n'était pas du tout du même ordre. Déjà, la modernité, c'était quand même pas la dissolution des identités. C'était une fascination parfois un peu naïve envers le nouveau. C'était une obsession ce qu'on pourrait appeler une néophilie, consistant à considérer que tout ce qui est nouveau est forcément mieux que ce qui est ancien, ce qui n'est pas toujours le cas, bien entendu. Pour autant, jamais Georges Pompidou n'a nié à la fois l'existence des cultures, la différence des cultures, la différence des sexes, etc. Là, il y a vraiment chez Macron l'aboutissement de la domination de l'argent. En fait, le système de l'argent a trouvé, en quelque sorte, son expression idéologique abouti, vraiment abouti, qu'il résume bien d'ailleurs dans l'une de ses formules où il répondait à un interlocuteur, votre problème, c'est que vous pensez que pour être père, il faut forcément être un homme. Et donc Macron affirmait cela. Pour lui, c'était une évidence. Enfin, vraiment, oui. C'était quasiment le néo-bon sens. C'est-à-dire que le néo-bon sens, si je puis dire, c'est de considérer que, bien entendu, être père, c'est pas forcément être un homme, être mère, c'est pas forcément être une femme. Voilà. Et alors ça, c'est quand même extraordinaire parce que ce genre de choses nous est non seulement vendu, non seulement proposé, mais même imposé comme la nouvelle réalité. C'est la nouvelle évidence. Comment ? Qu'avez-vous en tête ? Vous ne pensez pas qu'un père, c'est forcément un homme ? Vous déraillez, mon pauvre ami. Enfin, c'est assez étonnant. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte du degré de totalitarisme que cela implique. On est vraiment chez Orwell. Hein. On est vraiment chez 1984, qui mérite d'être relu. Effectivement. Alors, pour revenir à l'argent, vous parlez d'un libéralisme poussé à l'extrême, comme ayant justement muté en capitalisme de prédation. Pouvez-vous expliciter ce qui, selon vous, distingue ce libéralisme extrême du libéralisme classique, et notamment dans ses mécanismes et dans sa finalité ? Oui, alors, quand on parle de libéralisme, bon, les économistes distinguent souvent le capitalisme concurrentiel du 19e siècle, avec le capitalisme ensuite qui est devenu de monopole, avec les entreprises qui se partageaient un marché. Alors, par exemple, dans le domaine du pétrole, dans les années 1960, il y a eu ce qu'on appelait les 7 sœurs, les 7 grandes compagnies pétrolières qui se partageaient tout le marché mondial, et ceci dit, qui ont été concurrencées par l'ENI, l'entreprise italienne qui était dirigée par Enrico Mattei, ce qui a valu d'ailleurs à Enrico Mattei d'être assassiné en 1962. Ensuite, il y a eu donc ce capitalisme de monopole après le capitalisme concurrentiel. Après, on a parfois parlé d'un capitalisme monopoliste d'État. Alors, sans faire de la théorie économique, c'est vraiment pas l'objet, mais on voulait dire par là que les grands monopoles s'appuyaient sur l'État et qu'en fait, c'est l'État qui leur permettait d'être en situation de monopole avec une dimension un petit peu caricaturale, finalement, qui était, la privatisation des profits,
Donc quand ça marche bien, c'est pour vous, grandes entreprises, souvent multinationales, et la socialisation des pertes. Quand ça marche pas, bon, vous inquiétez pas, c'est l'État qui va payer, en d'autres termes, c'est le contribuable. Voilà. Et ça, on l'a revu avec les affaires du Covid, hein, par exemple, où l'Union européenne garantissait aux entreprises pharmaceutiques de ne pas être poursuivis en justice en cas de problème juridique et d'être sûrs de leur marge bénéficiaire. Donc voilà. Et alors, évidemment, ce capitalisme monopoliste d'État, comme l'ont appelé un certain nombre de gens, d'économistes, il est maintenant, en quelque sorte, contrecarré par l'internationalisation de l'économie et l'existence des multinationales. Mais ce n'est pas une étape totalement, révolue, puisque le principe, malgré tout, de l'État venant au secours des grandes entreprises multinationales subsiste. De même que l'État a sauvé les banques en 2008, et ensuite, l'État emprunte sur les marchés financiers, c'est-à-dire que finalement l'État sauve les banques et ensuite les banques prêtent de l'argent à l'État. Donc les banques sont toujours gagnantes finalement, puisqu'une fois qu'elles sont sauvées, elles se retrouvent en position de force pour dire voilà, je vous prête, mais à tant %, etc. Donc, alors le capitalisme de prédation, ce qui est très caractéristique, c'est qu'il y a vraiment une époque de développement du capitalisme, c'est-à-dire de développement de ce que Marx a appelé les forces productives, c'est-à-dire que vraiment on installait le gaz dans tous les immeubles parisiens, on faisait de l'éclairage public au gaz, ensuite on faisait de l'éclairage public à l'électricité, ensuite on allait électrifier tout le continent européen, on a couvert certains pays, plutôt on a percé le sol de certains pays pour mettre des gazoducs, etc. Donc ça c'est quand même un capitalisme qui finalement consistait à utiliser le capital pour, acheminer les énergies sur tous les points du territoire d'une nation, hein. Évidemment, bien sûr, il y avait des inégalités, c'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous étiez en Lombardie, si vous étiez en Italie, plutôt, la Lombardie était plus développée que les Pouilles au fin fond d'Italie du Sud. Mais je veux dire, l'idée, c'était malgré tout de ne pas laisser des régions totalement à l'écart. Et donc, en fait, l'idée, c'était on trouve des matières premières, on forme des travailleurs qualifiés, et grâce à l'énergie, on développe le niveau de puissance économique du pays, de compétitivité au plan mondial. Et on essaye aussi on va vers le plein emploi. Bon, ça c'est quand même aussi l'époque de Keynes, c'est des théories qu'on a appelées keynésiennes. On essaye d'aller vers le plein emploi. Alors, qui dit plein emploi dit hausse des salaires, puisqu'en fait, c'est l'offre et la demande. Hein. S'il n'y a pas de chômeurs, quand un employeur veut un salarié, il ne peut pas lui proposer un salaire de misère, puisqu'il y a peu de gens qui cherchent un travail. Donc, il faut qu'il attire des gens qui sont déjà en place et il faut qu'il leur propose un peu mieux que ce qu'ils ont. Donc ça, c'est un cercle vertueux, en quelque sorte, qui a trouvé son expression historique en France dans ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, de 45 à 75. En fait, si on regarde un peu, la reconstruction a été lente, et en fait, c'est plutôt du début des années 50 jusqu'à 75, donc c'est un petit peu plus court. Voilà, et ce phénomène, on l'a vu en Allemagne avec la reconstruction. Alors l'Allemagne était beaucoup plus en ruine que la France. On l'a vu en Italie, etc. Donc ça, c'est l'aspect vertueux. Et le capitalisme de prédation, c'est quand, en fait, on vend aux gens non pas des choses dont ils ont besoin, c'est-à-dire l'eau courante, la salle de bain dans chaque logement, l'électrification des campagnes, des tracteurs, etc. pour les agriculteurs, mais quand on leur vend des choses relativement inutiles ou de très mauvaise qualité, par exemple des produits qu'on a fait venir à l'autre bout du monde en matière plastique, etc. Enfin, bon, un exemple, quand on compare les jouets des années 50 et les jouets actuels, les jouets des années 50 étaient en bois ou en métal, ils pouvaient se réparer, on pouvait les garder longtemps, ils étaient jolis. Maintenant, ce sont des cochonneries en plastique.
je veux dire, qui Made in China ou Made in Cambodge. Je veux dire, et il arrivait même que les gens fassent des jouets eux-mêmes dans les années 40-50, l'ouvrier, le dimanche, parfois, quand il avait un savoir-faire, en profitait pour confectionner une petite locomotive en bois. Bon, tout ça n'existe plus. Vous me direz, je fais partie de ceux qui vont dire c'était mieux avant, mais sur un certain nombre de domaines, honnêtement, c'est évident que c'était mieux avant. Mais donc aujourd'hui, on est dans un capitalisme de prédation ? Oui, c'est-à-dire qu'on vend des choses inutiles. Par exemple, on va vous vendre inutiles ou nuisibles. Par exemple, il y a eu l'obligation de se vacciner, qui a été formidable pour les producteurs de vaccins. Vous savez, c'est un petit peu comme les galas au profit des organisateurs de galas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept. Concept complètement circulaire, évidemment. Là, c'est pareil. On vous dit que tel vaccin est bien. Les prescripteurs du vaccin sont les mêmes que les producteurs et donc sont les mêmes que les bénéficiaires. Sauf que non seulement on a vu c'était peut-être inutile, mais certainement, même dans bien des cas, ça a peut-être été une catastrophe sanitaire. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes de santé très graves. Donc, on en est vraiment là-dessus à vendre aux gens, voire à rendre obligatoire par les gens un certain nombre d'actes médicaux, mais autres, qui non seulement ne sont pas bons pour eux, ne sont pas bons pour l'économie, mais sont même négatifs. Bon, on pourrait dire la même chose d'un certain nombre de changements de logiciels imposés, Windows 10, Windows 11, etc., alors qu'il y a des logiciels libres qui font très très bien l'affaire, voire encore mieux, mais qui ont l'inconvénient de ne pas rapporter aux multinationales américaines. Je pense à Linux, etc. Enfin bref. Donc là aussi, j'appelle ça capitalisme de prédation parce que finalement, qu'est-ce que ça apporte de plus à nos concitoyens ? En fait, la plupart du temps, vraiment pas grand-chose. Encore un autre exemple, c'est les fameuses voitures électriques, qui sont une véritable folie, puisqu'en fait, ça consiste à polluer dans le tiers-monde au lieu de chez nous. Donc c'est fondamentalement antisocial. D'ailleurs, c'est paradoxal que ça soit défendu par la gauche, mais enfin, ça fait des décennies que la gauche n'a plus aucun rapport avec le social. Et c'est très mauvais pour l'économie européenne. Ça risque de tuer l'industrie automobile allemande, qui est un des pans principaux de l'économie allemande. Et donc là, ça veut dire qu'il y a des lobbies qui fondamentalement sont antinationaux et anti-européens, sachant qu'une voiture électrique n'apporte rien de plus et a même beaucoup d'inconvénients, puisqu'elle n'est pas réparable, par rapport aux voitures à moteur thermique, qui par ailleurs polluaient de moins en moins, y compris les moteurs diesel sur lesquels il y avait eu des progrès, enfin il y a eu des progrès considérables, et finalement ça pourrait être une excellente solution. Voilà, mais tout ça fait partie d'un... En fait, maintenant, l'idéologie, notamment celle du réchauffement climatique, est mise au service de réorientation de l'économie pour trouver de nouvelles sources de profit, pour que les gens s'endettent pour acheter des voitures électriques 3 fois plus chères que des voitures thermiques, et qui ne leur offrent absolument pas un service meilleur. Ça, fondamentalement. Est-ce que ça offre un service meilleur ? Pas du tout. Au contraire, ça a beaucoup plus d'inconvénients, avec une autonomie limitée, etc. Mais est-ce que c'est Emmanuel Macron qui aujourd'hui incarne ce stade ultime du capitalisme qui est vraiment poussé à l'extrême ? Alors, à certains égards, oui, il l'incarne. Alors déjà, parce que c'est le chef d'État européen qui a le plus de pouvoir. Alors ça, c'est le drame, si je puis dire, de notre Constitution, qui a eu son avantage à l'époque de De Gaulle, puisqu'effectivement, ça a permis de sortir de l'instabilité, ça a permis le développement d'un certain nombre de politiques intéressantes, je pense au programme nucléaire, etc. Même si, n'oublions pas que le programme nucléaire, aussi bien civil que militaire, ne date pas de De Gaulle, il était en germe sous la 4e République. Ce qui veut dire que malgré son instabilité, en fait,
les énarques, les polytechniciens, les hauts fonctionnaires de la 4e République avaient travaillé là-dessus. Donc, mais Macron, effectivement, a beaucoup plus de pouvoir que le Premier ministre anglais même, que le chancelier allemand, même que Giorgia Meloni. Et finalement, évidemment, de ce point de vue, et puis la France quand même, a une situation en Europe centrale, ne serait-ce qu'au plan géographique, hein, de l'Atlantique à la Méditerranée, et même un petit bout de mer du Nord. Et donc, de ce fait, c'est vrai que Macron, même si beaucoup de gens le prennent de moins en moins au sérieux, il représente quand même la quintessence, si je puis dire, de ce libéralisme devenu progressisme sociétal, alors pas du tout un progressisme social, hein, ça bien entendu, et ça ne peut pas être un progressisme social, puisque tout progrès social ne pourrait que s'appuyer sur une économie prospère. Or, le libéralisme consiste depuis 40 ans, en gros, à déclasser la France. Quand on pense que la France était la 5e, voire la 4e puissance économique mondiale en 1970 ou 72. Et le déclin, on doit être la 12e peut-être, et encore grâce au tourisme. Le tourisme, on n'a aucun mérite. On a des beaux monuments, mais c'est l'héritage de l'histoire. C'est pas notre vertu propre de citoyen du XXIe siècle. Donc voilà. Et puis en plus, on sait très bien que Macron vise sans doute la présidence de la Commission européenne, après ces 2 brillants quinquennats, pour rester au centre de l'attention, puisque ça fait aussi partie du personnage, c'est vouloir créer l'événement tout le temps. Ça fait partie de ce singulier personnage qui restera toute sa vie le garçon homme de théâtre qu'il était déjà à 14 ans, quand il a rencontré sa charmante épouse. Je vais continuer sur Emmanuel Macron. On peut dire quand même que sous son mandat, l'économie a pris le pas sur la politique, en tout cas pour lui. Mais quels événements illustrent cela dans notre société ? Quels événements on a vécu sous son mandat illustrent l'économie sur la politique, justement ? Alors il y a l'affaire Alstom, hein, qui est la vente d'un fleuron de notre industrie. Il y a certainement le Covid. Le Covid, mais je pense que le Covid, alors c'est plus compliqué que ça. Le Covid, je pense, est quand même une opération moins économique qu'idéologique. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas oublier que l'affaire du Covid est intervenue quelques mois après l'épuisement du mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est en novembre 2018, ça s'épuise progressivement en 2019. Fin 2019, c'est à peu près terminé. Et janvier 2020, donc quelques mois après l'épuisement du mouvement Gilets jaunes, nous avons un confinement. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est fondamentalement une opération d'ingénierie sociale. Essayer de voir jusqu'à quel point on peut imposer des mesures délirantes, liberticides, à une population, à partir d'un virus dont on sait, ça a été prouvé officiellement, même par des études du CNRS, qu'il ne peut pas être d'origine animale, qu'il est d'origine humaine, qu'il est échappé d'un laboratoire qui est mixte, hein, chinois d'un côté et Institut Pasteur de l'autre. Donc c'est sans doute une erreur de manipulation. Ça, on n'en sait rien. Et on peut être sûr d'une seule chose, c'est qu'on n'en saura jamais rien. Je ne dis pas que c'est un complot, mais ça a été une opportunité formidable de faire une expérience d'ingénierie sociale. Est-ce qu'on peut prendre les gens pour des imbéciles, si je puis dire, et les enfermer chez eux le drame épouvantable, qui est un drame anthropologique, hein, c'est ce que Pier Paolo Pasolini aurait appelé un cataclysme anthropologique, c'est que ça a marché. Un tout petit peu moins dans les banlieues, pour le coup, pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche mieux dans les banlieues qu'ailleurs, voilà, c'était pas plus mal, non, parce que effectivement,
bon, la police avait plus de facilité à survoler les Vosges en hélicoptère pour voir s'il n'y avait pas des randonneurs qui transgressaient les mesures de confinement, qu'à intervenir contre des centaines de jeunes qui sortaient en banlieue. Moi, j'en ai vu qui faisaient du sport, du football. D'ailleurs, pour le coup, c'était pas ce qu'il y avait de plus antipathique, et beaucoup d'autres qui faisaient leur footing. Bien sûr. Et pour le coup, c'est très bien, quoi. Et je pense que ça... Alors, c'est quelque chose aussi qui a divisé la société, parce que toutes les personnes âgées, tous les gens pour qui la source d'information principale, c'est la télévision, c'est le petit écran, ont adhéré à ce discours alarmiste, et évidemment, d'autres ont écouté les médias dissidents, alternatifs, sur les réseaux sociaux, et se sont fait leur opinion. Alors, le problème, c'est que dans l'opinion que se sont fait beaucoup de gens, il y a le mélange de contre-analyses pertinentes, solides, par exemple celle du professeur Raoult et de Louis Fouché et d'autres. Et puis, il y a aussi parfois quelques délires, bien entendu, qui ont été l'occasion d'essayer de déconsidérer toutes les théories qui n'étaient pas les théories officielles, quoi. En gros... les gens qui critiquent le Covid sont aussi des gens qui croient que la Terre est plate. Bon, c'est un peu énorme, mais c'est vrai que sur certaines personnes, ça a pu jouer. Sur le macroniste de base, ça peut marcher. Mais donc, votre titre, il fait directement référence au confinement ? Macron contre le peuple et les libertés ? Alors, pas seulement, parce que... alors, il y a aussi quelque chose qui a commencé sous Hollande, puisque... Bon, le quinquennat Hollande a été marqué par des attentats terroristes atroces, oui. Bon, énigmatique aussi dans la mesure où on sait, personne ne le conteste, qu'il y a eu des consignes de non-intervention de forces de l'ordre ou de gendarmes qui étaient à proximité, qui étaient armés. Bon, bref, c'est extrêmement... Pour le 13 novembre ? Oui, et il semble que la guerre des égos entre différents ministres a été menée au prix de vies humaines, quoi, puisqu'en fait, personne ne conteste que des interventions sans doute plus rapides auraient été possibles. Toujours est-il que ça a été l'occasion de lois antiterroristes. Bon, dites antiterroristes, simplement, ces lois ont restreint les libertés de tout le monde, de tout un chacun, de celui qui va faire ses courses à Bourg-en-Bresse, comme de l'OQTF qui ne devrait plus être là et qui est toujours sur le territoire. Alors, toutes ces mesures n'ont pas du tout été efficaces, on le voit bien, puisqu'il y a une multiplication, pas seulement d'actes terroristes, mais bon, il y en a eu, notamment dans des églises chrétiennes, dans des églises, mais il y a eu aussi toute une série de meurtres, de choses monstrueuses commises très souvent par des gens qui ne devraient pas être en France. Donc ces mesures ont été largement inefficaces, néanmoins, elles ont restreint les libertés du Français le plus, entre guillemets, civique, qui paye ses impôts, qui ne transgresse pas la loi, sauf quand, par inadvertance, il dépasse de 6 km/h la limite autorisée, etc. Et toutes ces mesures sont restées en vigueur. En fait, c'est l'état d'urgence permanent. Alors, tout ça a été fait au nom du terrorisme. Ensuite, au nom de la soi-disant urgence sanitaire, maintenant, on est en train de rajouter des mesures au nom de la soi-disant urgence climatique, qui n'existe pas. On nous parle aussi de la nécessité de l'immigration parce qu'il y aurait des réfugiés climatiques, alors qu'il n'y en a pas. Bref, en fait, toute cette bataille idéologique, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un domaine dans lequel les ultralibéraux, comme Macron, mais tout le système qui va bien au-delà de Macron, est très fort, c'est la bataille idéologique. Toute cette bataille idéologique vise en fait à mettre une sorte de filet sur la population pour restreindre de plus en plus les libertés, pour que les gens
soit de plus en plus pris dans des liens et aussi à créer des sources de profit nouvelles. Par exemple, la rénovation énergétique, c'est-à-dire que presque aucun logement n'est aux normes. Il y a des catégories qui vont de A à, je crois, à G. Même des logements très, très récents avec des doubles vitrages sont rarement mieux que D. Et encore, pour être à D, c'est pas évident. Mais pratiquement, ils sont tous dans la deuxième moitié, si je puis dire, de la hiérarchisation qui va de A à G, je crois. Et donc tout ça va créer des sources de profit, puisque ça oblige les gens à dépenser, autrement ils auront l'interdiction de louer. Et ces sources de profit n'ont que très peu d'intérêt réel pour la nation, parce qu'en fait il a été prouvé que le gain de toutes les mesures pour faire monter les DPE était très faible. Alors bien sûr qu'il y ait quelques isolations, quelques doubles vitrages, c'est utile, mais les mesures sont tellement délirantes que la plupart sont inefficaces, sont vraiment ont une efficacité complètement marginale, c'est-à-dire que avant de rentrer dans vos frais, vous en avez pour 3 ou 4 décennies, ce qui est ridicule. Et entre-temps, vous ne louez pas des logements, donc vous aggravez la crise du logement, ce qui veut dire que vous poussez à des constructions dans le même temps que vous avez fait en sorte de laisser vides, car non conformes aux normes, des centaines de milliers de logements, voire des millions de logements. Donc c'est une aberration, parce qu'en poussant à des constructions neuves, qui elles seront aux normes en termes de DPE, diagnostic de performance énergétique, on aggrave l'imperméabilisation du sol, ce qui est un problème. Là, je serais d'accord avec ce que disent certains écologistes, bien entendu. Mais en même temps, par ces mesures excessives, vous avez des centaines de milliers de logements qui ne sont plus loués, qui existent pour autant, qui occupent une surface au sol, alors que ces logements rendraient service et que l'abondance de logements aurait aussi comme conséquence que les loyers n'augmenteraient pas, ce qui serait une bonne chose, bien entendu, pour les demandeurs de logement, pour les locataires. Donc il y a vraiment une politique délirante, complètement délirante. Et on voit bien en province, la plupart des centres-villes, vous avez plein de logements libres et qui de toute façon sont interdits à la location, alors que, moyennant quelques travaux, ils pourraient être reloués. Mais le délire de normes hyper excessives en matière de performance énergétique fait que le coût des travaux, souvent, est quasiment supérieur au prix du logement. Donc évidemment, quand un propriétaire a un logement qui pourrait être vendu au mieux 40 000 €, pourrait au mieux être loué 350 €, si vous lui dites que pour qu'il le loue, il faut qu'il dépense 50 000 €, ça ne l'intéresse pas. Donc il laisse ce logement abandonné. Donc vous voyez, une politique complètement absurde. Alors, on parle également d'une société concassée, où ne subsiste qu'un individualisme finalement. Comment vous voyez l'évolution ou justement la dégradation des liens sociaux, de la solidarité, de la communauté dans le cadre de notre société actuelle ? Alors, il y a déjà la fin de la politique familiale. Alors ça ne date pas de Macron. Hein. Alors, bon, maintenant, il parle de réarmement démographique. Très bien, mais on n'en voit pas les prémices dans les mesures concrètes. Hein. Bon, toujours est-il que Hollande a quasiment supprimé ce qu'il restait de la politique familiale. Donc il y a cet aspect-là. Bon, il y a le mariage pour tous, qui n'est pas un signal finalement très, très positif. Ça détruit les liens sociaux ? Alors, disons que c'est inutile parce que, a priori, c'est pas à la demande des homosexuels. Enfin, la majorité des homosexuels n'étaient pas spécialement demandeurs, quand bien même seraient-ils demandeurs. En fait, c'est un problème que la société doit régler et pas seulement les personnes concernées. Si vous voulez, il y avait un contrat d'union civile qui était très bien, qui pouvait d'ailleurs permettre à deux frères
de se léguer les biens, ça c'est des choses qui peuvent être très utiles, mais on a été trop loin dans la mesure où finalement on a relativisé l'importance de la famille. Et je trouve intéressant là-dessus d'ailleurs de se référer, sans doute de prendre exemple sur la politique de Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, qui est une femme d'ailleurs dont l'histoire personnelle est un peu difficile, puisqu'elle a eu une enfance dans une famille qui était séparée dans des conditions difficiles, et qui pour autant, précisément, parce qu'elle a vu la difficulté de naître dans des familles non pas recomposées, mais malheureusement en bonne part décomposées, justement est attachée à une politique familiale, sachant qu'après, il ne s'agit pas d'imposer le mariage à tout le monde, de rendre obligatoire de faire des enfants. Et donc, pour le coup, je pense que bon, il faut garder dans l'imaginaire social un certain nombre de repères, tout simplement. Il ne s'agit pas de discriminer les homosexuels, mais il s'agit simplement de dire que dans une société, il y a des symboles qui sont liés à la fondation d'une structure susceptible de permettre de manière naturelle la reproduction. Bon, et ça, c'est ce qu'on appelle une famille. Traditionnelle ou pas traditionnelle, ça c'est voilà, la notion de traditionnelle n'a pas beaucoup de sens, mais c'est tout simplement une famille, c'est une structure dont la vocation, si possible, est de produire ensuite un ensemble avec des frères, des sœurs, et puis de transmettre une certaine vision de la vie, de transmettre une histoire familiale, de transmettre, pourquoi pas, une maison familiale, donc des souvenirs familiaux, etc. C'est une structure anthropologique qui n'a pas vocation à être unique. Les bandes d'amis sont très bien. Le groupe de jeunes qui vont faire de la musique ensemble, c'est une structure très importante. Ça peut être, dans certains cas, on peut se sentir mieux dans son groupe d'amis où on se retrouve tous les samedis à faire du rock que dans sa famille. Il ne s'agit pas de dire que tout doit passer par la famille, mais ça fait partie des structures que les pouvoirs publics, en quelque sorte, doivent favoriser. Et non pas relativiser en expliquant que ça peut être tout ou n'importe quoi. Non, ça peut pas être tout ou n'importe quoi, et tout et n'importe quoi. Si c'est tout, c'est n'importe quoi, précisément. Voilà. Et vous plaidez donc aujourd'hui pour une reconquête populaire ? Oui, alors, c'est un vaste sujet, reconquête populaire et nationale. C'est-à-dire que, bon, le peuple est dans une situation épouvantable avec la dérive de la Ve République, parce que, bon, il y a eu ce drame qui a été sous-estimé, c'est en fait le quinquennat, qui a fait l'objet d'un référendum avec beaucoup d'abstention en l'an 2000, qui a abouti à ce que les élections législatives en France et les élections présidentielles aient lieu en même temps. Et en fait, il y a eu une inversion du calendrier en 2002, et c'est-à-dire que les présidentielles ont précédé les législatives. Donc en fait, à partir de ce moment-là, les Français considèrent qu'après les présidentielles, tout est joué, et aux législatives, soit ils s'abstiennent, soit pour ceux qui ne s'abstiennent pas, ils votent pour le parti du président en se disant, bon, puisque de toute façon il est président, maintenant autant qu'il puisse gouverner. Alors c'est vrai que la fin du décalage entre mandat des députés, qui était 5 ans, et mandat du président, qui était 7 ans, depuis MacMahon en 1877, eh bien, la fin de ce décalage fait que la démocratie n'a plus de respiration intermédiaire. Or, ça, c'est très grave, parce qu'en fait, du coup, on aboutit à l'hyperprésidence. Alors, l'hyperprésidence, si le président est quelqu'un avec un grand coefficient personnel, comme De Gaulle, quelqu'un qui a une stature, qui a aussi des défauts, hein. Je ne suis pas un inconditionnel du général de Gaulle, c'est pas ça, mais je lui reconnais une dimension historique, quoi. C'était pas rien de Gaulle. Ah, c'était tout de même autre chose que Hollande ou Macron. Eh bien, évidemment, ça a des avantages. Ça a certainement quelques inconvénients, mais ça a eu de forts avantages. Quand nous avons un personnage qui ne gagne pas à être connu en quelque sorte, comme Macron en fait. Plus on le connaît, plus on voit les dégâts qu'il fait à notre pays.
C'est dramatique. Et puis, il y a quelque chose qui disparaît, c'est au fond la fonction de Premier ministre. Le Premier ministre, dans la Constitution, c'est le chef du gouvernement. En bonne logique même, le Conseil des ministres, qui se réunit en général tous les mercredis, devrait être présidé par le Premier ministre, point. Il n'y a même pas d'obligation, théoriquement, que le président de la République le préside. Or, il le préside, et surtout, le Premier ministre n'est plus que le premier collaborateur du président. C'est en quelque sorte un secrétariat de direction. Sarkozy il disait François Fillon, c'est mon collaborateur. C'est un peu comme un PDG qui va dire c'est mon adjoint. Mais dans la Constitution, le Premier ministre n'est pas l'adjoint du président, c'est le chef du gouvernement. C'est pas rien. Et il n'y a même pas de domaine réservé dans la Constitution. La politique étrangère n'est pas le domaine réservé du président de la République. Donc ça, c'est une dérive très grave. Donc je pense que pour le coup, moi je suis pour le retour au septennat. Je ne suis pas le seul. Hein. Là, pour le coup, c'était aussi bien la proposition, ça a été celle de Marine Le Pen, de Nicolas Dupont-Aignan, en 2017, d'un des candidats de gauche, qui était le socialiste Benoît Hamon. Enfin, c'était la demande de plein de gens. Et surtout, que les élections soient, plus représentative. Alors je pense que là il faut une dose de proportionnel, et peut-être aussi qu'il y ait une seconde chambre, alors comme le Sénat, mais qui soit conçue différemment, avec des citoyens tirés au sort qui deviendraient sénateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat, eh bien il y a 80% des couches sociales de la société qui ne sont pas représentées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... dans la société française, il y a 30 ou 40% d'employés, il reste environ 25 ou 30% d'ouvriers, il y a des cas de moyens, etc. En fait, vous prenez les députés, les sénateurs, vous avez pratiquement aucun ouvrier, enfin, même ancien ouvrier, aucun ancien employé, aucun ancien cadre moyen, enfin, etc. Donc vous avez que des gens issus des couches supérieures. Là, c'est quand même un problème, c'est pas représentatif. Alors, bien entendu qu'un employé tiré au sort, il faudrait lui demander s'il souhaite assumer cette fonction. Il faudrait lui proposer une formation, bien entendu, des conseils, mais je pense que ça serait relativement intéressant. Donc il faudrait, dans une seconde chambre, le Sénat, quelque chose qui pourrait être proche de ce qu'avait proposé le général de Gaulle, c'est-à-dire des représentants des régions, des provinces, pour prendre un terme ancien, des représentants des professions, c'est-à-dire des métiers, ça serait très intéressant, du syndicat professionnel, que sais-je, des producteurs de viande, des agriculteurs, voilà. Et puis aussi un certain nombre de gens, tout simplement tirés au sort, de façon à représenter la France aussi dans la diversité de ses territoires. Et ça serait très utile, parce que qui porte la voix des territoires oubliés, pas grand monde, hein, même s'il y a parfois quelques exceptions. Mais voilà, ça manque. On est trop dans le dialogue, dans l'entre-soi, entre soit des Parisiens, soit des habitants des 3-4 grandes villes, hein, reliées par TGV. Alors Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, voilà. Mais la France, c'est pas que ça. 70% des gens n'habitent ni à Paris, ni à Bordeaux, ni à Lyon, ni à Marseille. Ils habitent dans des villes où les trains ont des problèmes, où il n'y a pas d'emploi, où voilà. Et cette France des oubliés, cette France périphérique, comme dit Christophe Guilluy, cette France qui vote d'ailleurs de plus en plus sereine, en tout cas depuis 2022, est sous-représentée, très clairement. Et excepté au Sénat et à l'Assemblée, est-ce que vous avez d'autres moyens de mener cette reconquête populaire ? Alors, un des objectifs qui est dans le programme de certains partis politiques, hein, c'est aussi le référendum d'initiative populaire. Hein, ça, c'est une proposition qu'on trouve chez des gens comme Philippe Murer, comme les Patriotes. Enfin, je ne vais pas faire la liste exhaustive de tous les partis qui proposent ça. Mais alors, il se trouve que c'est
à ma connaissance, ce ne sont pas des partis de gauche. C'était très clairement une époque dans le programme du Front National, puis du Rassemblement National, mais je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, puisque on ne sait pas s'il y a encore un programme officiel du Rassemblement National. Enfin, moi, personnellement, je ne le sais pas, puisque maintenant, on a un peu l'impression que l'action politique se limite à des tweets. On appelle plus ça des tweets, puisque c'est sur X, on appelle ça de je ne sais pas quoi, des... Je n'ai pas non plus la réponse. Je ne sais pas quel est le terme. Je dis encore des tweets. Moi, je dis encore des tweets. Voilà. Il y a quand même une jeunesse qui se mobilise, justement. Est-ce que quel rôle voyez-vous pour les jeunes générations, justement, dans cette reconquête ? Alors, je crois beaucoup à l'intérêt de tout ce qui peut se passer autour de groupes, comme Iliade, Academia Christiana, etc. Bon, là encore, c'est vraiment pas limitatif, hein, c'est pas parce que j'en cite pas d'autres que je les connais pas tous, mais je pense vraiment qu'il faut effectivement faire des choses ensemble. Pour autant, évidemment, il ne faut pas pour autant se couper d'autres fractions de la population française. Alors, par exemple, en ce qui concerne les immigrés, qui sont quand même peut-être 15 millions, 20 millions en France, enfin qui sont énormes, je garde l'idée qu'il y a peut-être un travail de conviction qui peut rester possible vis-à-vis de certaines couches d'immigrés. Alors, ceux qui sont intégrés par le travail, parce que je pense que le travail reste intégrateur, et c'est vrai que même si le taux de chômage chez les immigrés est très supérieur à celui des Français de souche, celui que l'on rencontre chez les Français de souche, il y a des immigrés qui travaillent, moi j'en ai connu beaucoup, et je pense qu'à partir de là, quand on travaille, on peut s'intéresser aux enjeux de la nation. Et c'est vrai que certains, finalement, qui ont décidé de faire leur vie en France, qui ne sont pas fermés à l'assimilation, qui en donnent parfois des signes, il ne faut pas se fermer à la discussion avec eux, parce que c'est vrai qu'on n'avancera pas sans le soutien d'une partie de ces gens-là. Par contre, d'autres qui vivent dans leur, si je puis dire, dans leur grotte idéologique et spirituelle, c'est-à-dire en considérant qu'ils campent en France, mais que ce n'est pas leur pays, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'affect positif vis-à-vis de notre pays, je crois que malheureusement, ça sera plutôt un poids qui freinera, je dirais, la nécessaire révolte populaire. Donc voilà à peu près comment je vois les choses, mais de toute façon, il faut que personne ne reste isolé, ça c'est fondamental, c'est vraiment... Je comprends très bien que dans certaines petites villes, il y a des gens qui sont un peu désespérés de la tournure des choses, de l'évolution catastrophique de notre pays, de la médiocrité de nos classes dirigeantes. Mais il y a quand même moyen, par des réseaux sociaux, de faire des choses... Bien sûr, oui. Des choses en groupe, quoi, en fait, de créer des associations locales, de mobiliser sur des enjeux locaux, etc., quoi. Alors, pour terminer ce grand entretien, quel message vous souhaiteriez que les auditeurs retiennent de votre livre ? Je rappelle le titre, « Éparpillé façon Pulse, Macron contre le peuple et les libertés ». Eh bien, qu'il ne faut pas tout miser sur les élections. Je suis obligé de le dire. De toute manière, on ne peut pas. Parce que, de toute façon, au présidentiel, il n'y a que 2 candidats, et que le système peut sélectionner quelque chose qui peut, en fait, consister en 2 figures entre 2 faces de la même poursuite, finalement, du déclin et du déclassement de la France. Donc, je ne dis pas qu'il faille se désintéresser des élections, quelles qu'elles soient, peut-être encore moins des législatives que des présidentielles, et peut-être
peut-être aussi faut-il s'intéresser beaucoup au municipal, parce que c'est quelque chose de plus proche quand même du terrain. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas tout miser là-dessus, parce qu'il faut aussi créer des structures locales, associatives, essayer de combiner le bénévolat et si je puis dire, et une certaine forme de rentabilité, parce qu'il faut aussi que les gens vivent, donc essayer de créer des structures associatives, mais qui permettent aussi à un certain nombre de gens de vivre en marge du système, de compléter leurs revenus, etc. Enfin, il faut jouer de ce qu'est le système pour créer des niches de liberté d'esprit, voilà, de liberté d'esprit et de liberté d'action. Et il faut refuser, par exemple, la monnaie numérique, etc. Enfin voilà, continuons de créer des foyers de dissidence et continuons d'espérer en notre patrie si mal incarnée par nos élites, entre guillemets. Merci beaucoup pour cet entretien. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.